Bonsoir et bienvenue sur Face à la Nation, le débat. Les conditions de vie des Sénégalais sont de plus en plus difficiles. Et on me dira que c'est comme ça que ça se passe dans le reste du monde, mais au Sénégal, on a l'impression d'être devant une situation particulière. Nous avons décidé donc ici à BNews de mettre en face de vous deux experts des questions financières et des questions économiques, des personnes qui ont une expérience extraordinaire, qui ont des parcours exceptionnels et qui réfléchissent aussi régulièrement sur les conditions de vie du Sénégal et sur les solutions pour un meilleur développement. J'ai avec moi d'abord M. Habib Ndaw, qui est économiste financier, financier spécialiste des questions bancaires, des assurances aussi. La banque et les assurances, c'est à peu près la même chose, n'est-ce pas? Et vous êtes le secrétaire exécutif de l'Observatoire de la qualité des services financiers. Vous êtes auprès du ministère de l'économie et des finances. Oui. Merci Habib d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, évidemment. Je vous considère comme mon frère, mais au-delà de cela, votre professionnalisme, ça date d'il y a 30-40 ans déjà. Et on retrouve en vous, ce n'est pas des compliments, c'est un constat, on retrouve Larry King, Ted Turner, et même pourquoi pas Christian Amanpour all together. J'ai eu la chance de travailler avec Christian, Ted est un ami, c'est mon maître. Oh là là. Alors, mais vous n'avez pas, vous avez bien senti les choses. Merci beaucoup. Merci, Habib. Alors, j'ai aussi Alpha Dieng, qui est administrateur civil de classe exceptionnelle, qui, très jeune, à 27 ans, a été coopté par le président Senghor pour être son conseiller. Alpha est économiste et aussi, il a aussi un parcours extraordinaire. Lire son CV nous prendrait le temps de cette émission. Alors, Alpha, merci d'être venu aussi. Ben, c'est moi qui te remercie, mon cher ami. J'étais toujours donné ma disponibilité parce qu'on est les mêmes. On a longtemps cheminé ensemble. Absolument. Et c'est avec plaisir que je suis là devant vous, avec plaisir aussi que je connais M. Ndaw, que je découvre en tant qu'expert. Alors, un débat, chers amis, un débat, c'est pour justement mettre les spécialistes devant les questions. Et ces spécialistes devront nous éclairer dans une conversation intelligente et respectueuse vers les solutions auxquelles nous tendons. Et nous pensons avoir fait le bon choix ici à BNews de mettre Alpha Dieng face à Habib Ndaw. Alors Habib, quel est l'état des secteurs financiers du Sénégal aujourd'hui et du budget? Encore une fois, je vous remercie. Il faut savoir que le Sénégal, comme la plupart des pays, ont vécu 5 crises ces dernières années. Il y avait eu la maladie à coronavirus, qui était la première crise, la crise alimentaire, la crise, évidemment, l'enrichissement, l'inflation, l'enrichissement des prix avec la guerre russo-ukrainienne. Et évidemment, la dernière crise, c'est la crise sécuritaire, parce qu'on est dans une ceinture de feu. Et toutes ces crises ont eu un impact d'abord sur l'élaboration du budget en amont, mais même sur l'utilisation du budget. Et comme vous avez demandé l'état de la nation en 2022, je commencerai par vous dire que bon, nous avons eu 4,7% de croissance. Et quand on dit 4,7% de croissance, pour le Sénégalais lambda, où se trouvent les 4,7%? Ce qu'on appelle la revalorisation salariale, c'est justement une forme de redistribution des fruits de la croissance à hauteur de 100 milliards pour 120 000 fonctionnaires, particulièrement le corps enseignant, le corps médical. Nous avons aussi pris en charge tous les malades de la Covid ou du Covid, de la maladie à coronavirus, à hauteur de 100 milliards. Subventionner l'énergie à hauteur de 450 milliards, tout cela en 2022. Et pour 2023, on a prévu des rentrées de recettes pétrolières. Et là, on espère une croissance de 10,1%. Le Fonds monétaire table sur 8%. Nous tablons sur 10,1% pour les raisons suivantes. Premièrement, nous allons recevoir ce qu'on appelle les investissements directs étrangers dans le domaine des hydrocarbures. Ça va impacter sur la croissance.
La deuxième raison d'espérer une croissance, c'est qu'on a fait un élargissement de l'assiette fiscale, c'est-à-dire ce qu'on appelle le plan IATAL, mobilisation davantage de recettes. Et ça, ces deux raisons ajoutées au fait que 2023 sera une année de réalisation, de rationalisation des dépenses à outrance et une bonne récolte agricole. Donc c'est la combinaison de ces facteurs qui font qu'on peut espérer une croissance à 2 chiffres. Alpha Dieng, que réagissez-vous justement à ces chiffres qui sont très encourageants? Est-ce que c'est votre observation? Bien, je nuancerai un peu. Je nuancerai un peu en attirant l'attention sur le fait que malgré cette croissance de 4,7%, cette dernière a diminué par rapport à 2021. Je voudrais aussi attirer l'attention sur le fait que la croissance est surtout basée sur les investissements. L'État fait beaucoup d'efforts dans les investissements et c'est ça qui justifie la croissance de l'économie du Sénégal en ce moment. Là, évidemment, je salue les efforts faits dans le cadre, n'est-ce pas, du programme Sénégal émergent. Véritablement, depuis que le président est là, nous sentons une croissance quand même assez soutenue, qui a été contrariée évidemment par le Covid, mais qui se maintient quand même à un niveau acceptable, mais qui est surtout dû aux investissements qui se font. Maintenant, dans le choix de ces investissements, j'ai quelques raisons. Parce que vous avez parlé de la cherté de la vie. Moi, ce que j'aurais souhaité, c'est qu'on s'intéresse davantage, comme tu viens de le dire, au pouvoir d'achat des consommateurs. Et si on s'y intéresse, nécessairement, on pense aux revenus. Il est vrai qu'on a augmenté par-ci, par-là les revenus des fonctionnaires, etc. Mais qu'en est-il des revenus des paysans? Et là, vous avez parlé de la crise due à l'Ukraine, etc. Mais ce qu'on oublie structurellement, c'est que les revenus du monde rural, ils stagnent. Justement, M. Dieng, j'allais en arriver là, parce que M. Habib Ndao, a animé il y a quelques jours un séminaire justement de sensibilisation des associations des consommateurs, président des associations, et aussi ce séminaire était surtout axé sur justement le gain qu'on a pu passer aux enseignants. Alors, est-ce que, comme M. Dieng, vous pensez qu'on a négligé un peu le monde rural? Je disais, il a tout à fait raison quand il a dit que notre croissance est portée principalement, avant de répondre à votre question, par l'investissement public. Il a tout à fait raison et le gouvernement en est conscient. Mais si je vous ai dit tout à l'heure que 2023, avec une croissance à 2 chiffres, j'ai parlé des investissements directs étrangers liés aux investissements sur les hydrocarbures, donc qui vont évidemment impacter sur la croissance, qui sont des investissements privés. Il y a aussi cette volonté exprimée et déclinée dans le PAP 2A accéléré, c'est un développement endogène avec un secteur privé fort. C'est très important parce que le gouvernement en ayant dit que pour acquérir nos souverainetés agricoles, je vais venir pour répondre à sa question, souveraineté alimentaire, souveraineté pharmaceutique médicale, il fallait un PAP 2A qui porte, avec un secteur privé, qui porte le développement endogène à la place des investissements publics. Et ça, l'État du Sénégal a donné déjà des signaux. Il y a une centrale électrique de 300 MW, entièrement construite par des Sénégalais. Je pense que Samuel Serre a fait le tour de table et actuellement c'est presque fini la construction. Ça, c'était l'implication du secteur privé pour diminuer. À chaque fois que le secteur privé vient, ça diminue l'investissement public. Deuxième élément, la plateforme logistique pétrolière
a été confié à des Sénégalais, à un consortium de sociétés sénégalaises, pour une plus grande prise en charge de la croissance, non pas par l'investissement public, mais par l'investissement privé. Et là, sur la réponse agricole, nous sommes partis l'année dernière d'un budget de 40 milliards pour le secteur agricole. Monsieur le Président de la République a demandé à ce que ça soit augmenté à 60 milliards. Vous avez raison, il n'y a pas que la commercialisation des produits agricoles, parce que nous avons constaté un boom de la production agricole dans son ensemble, pas que de l'arachide seulement, du riz, des céréales, etc. Mais il y a aussi l'environnement paysan qu'il fallait refaire. Et c'est la raison pour laquelle on a poussé l'électrification rurale, qui est à 74%, le volet hydraulique, parce que l'hydraulique villageoise qui est passé à 94%. Une fois que ces conditions sont améliorées, en plus du prix aux producteurs qui a été révisé en hausse et dont le gouvernement n'est pas inquiet là-dessus, parce qu'il y a les Chinois qui risquent d'acheter un peu plus cher la production agricole, ce qui fait que le monde rural n'est pas laissé en rade par rapport à l'impression qu'on donne sur la redistribution des fruits de la croissance. Justement, à ce niveau-là, justement, vous avez parlé de 60 milliards requis par le président pour augmenter justement le budget du ministère de l'Agriculture. Voilà. Est-ce que nous avons au Sénégal un code de l'agriculture? Pas du tout. C'est ça qui est dommage. Parce que aujourd'hui, compte tenu du niveau de revenu du paysan, niveau de revenu qui stagne par rapport au prix des produits importés qui ne cessent que d'augmenter, nous avons un problème de pouvoir d'achat. Je sais que le président, c'est le champion du renforcement du pouvoir d'achat. Je sais qu'il fait tout pour diminuer les prix, etc. Et que dans son plan du Sénégal émergent, des efforts sont faits. Mais je pense que le problème fondamental, c'est d'essayer de mener d'abord une politique des revenus qui fasse resserrer l'éventail de ces revenus. Parce que imaginez-vous qu'aujourd'hui, 5% des ménages riches accaparent 47% des revenus nationaux. Et que, oui, absolument. Hein, et que, disons, 28% des populations pauvres essaient d'accaparer à peu près 15% des revenus. Alors, le problème, c'est qu'il faut une politique des revenus qui soit rigoureuse. Une politique qui fasse que le revenu du paysan puisse augmenter, puisse rattraper le niveau d'augmentation des prix à l'importation. Parce que la plupart des denrées alimentaires qu'on consomme, elles sont importées. C'est pourquoi, excusez-moi, c'est pourquoi le président d'ailleurs parle de consommer local. Mais je voudrais juste terminer en disant qu'on a augmenté le budget, certes. Il est vrai que le gouvernement s'intéresse à des actions comme Prodac et puis les Terres Neuves. Mais ce qui est à souhaiter réellement, c'est de commencer à moderniser l'agriculture. Or, il y a un potentiel pour ça. On a un potentiel depuis 40 ans d'ailleurs. Il y a un potentiel de terres irrigables de 240 hectares. Est-ce que ce potentiel est tenu en compte dans le plan du président? La modernisation un peu, le développement du capital humain paysan. Oui, tout à fait. D'ailleurs, avant de répondre à cette question, concernant le pouvoir d'achat, il m'a rejoint en fait. Et il réclamait une prise en charge des paysans, parce que leur revenu, c'est des couches vulnérables. Mais justement, les subventions qui ont été octroyées par l'État du Sénégal visent essentiellement les couches vulnérables. Ce n'est pas que dans les centres urbains qu'il y a eu une baisse des prix, qu'il y a eu une subvention du riz, du sucre et du lait.
Et ce n'est pas uniquement dans les zones urbaines qu'il y a eu une subvention de l'énergie. Quand je dis l'énergie, il y a le carburant, l'électricité et le gaz. Tous les Sénégalais sont positivement impactés par ces subventions. Ce n'est pas des subventions ciblées. Contrairement à ce que dit le Fonds monétaire international, qui dit au président, écoutez, vous faites des subventions, mais ça va aux couches aisées. Parce que dans leur mentalité, ils pensent que l'électricité, c'est uniquement en zone urbaine. Alors que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu l'électrification rurale. Mais au-delà de cela, il y a une considération sociologique qu'ignorent les experts du Fonds monétaire, c'est que les personnes qui sont subventionnées et qui semblent être la classe moyenne, ils ont au moins 10 personnes à nourrir, c'est-à-dire des cousins qui sont éloignés. Au-delà de la famille nucléaire, il y a une redistribution à travers, si vous, par exemple, on vous fait une subvention sur votre carburant de voiture ou sur votre électricité ou sur le gaz domestique acheté par votre épouse, au niveau de Saint-Louis, cette économie que vous faites à cause des subventions, vous allez les redistribuer et les restituer et les distribuer à la famille africaine. Le Fonds monétaire n'a pas une conception, n'ont pas une claire vision de la famille africaine. Ça, c'est au niveau du pouvoir d'achat. Maintenant, les efforts qui ont été faits pour protéger le pouvoir d'achat des Sénégalais, c'est d'abord, on a commencé par les kits alimentaires, les gens l'oublient, et le cash transfert, les gens oublient, à 543 000 ménages, avec 83 000 francs. Mais cet argent-là, il est de l'État ou de la Banque mondiale? Non, il est de l'État parce que la Banque mondiale, c'est sous forme de don que la Banque mondiale. La Banque mondiale n'a pas donné directement aux populations. La Banque mondiale utilise l'État comme levier pour assister les couches vulnérables. Ok, avant de vous laisser continuer, je sais que vous êtes très bien lancé sur ce sujet-là. Alpha, que réagissez-vous à justement cette... Oui, je voudrais réagir en disant que le problème n'est pas la subvention des paysans. L'État, effectivement, les subventionne. C'est une bonne chose, mais la subvention, ça veut dire que le produit sur le plan mondial ne suit pas le cours. Le cours mondial des produits est très faible, c'est pourquoi l'État décide. Ce n'est pas normal. L'agriculture aujourd'hui ne participe qu'à 17% du produit intérieur brut du Sénégal. Alors que c'est 60% des populations qui vivent en zone rurale. Il faut faire en sorte que les produits du moins s'élèvent à un niveau, n'est-ce pas, qui puisse permettre aux paysans de vivre normalement. Aujourd'hui, les paysans, malgré tout ça, vivent de disette. Le paysan, quand il produit juste pour sa subsistance et très peu pour pouvoir ravitailler le reste de la nation. Est-ce que le paysan dont vous parlez et dont vous parlez aussi, est-ce qu'il y a une différence entre ces deux paysans? Parce que, si je comprends bien, il y a la notion de la terre aussi, l'étendue de la terre du paysan. Exact. Ouais. Dans le cadre du plan Sénégal émergent, donc les viatiques de notre politique économique, il est prévu naturellement, et ça a été déjà lancé, plusieurs mesures en vue de la modernisation de l'agriculture. D'abord, en 2012, quand le président est venu, il a dit, écoutez, on ne va pas rester dans l'agriculture pluviale, on va y ajouter l'agriculture fluviale, avec emblavement des terres, augmentation du nombre de terres cultivables par le phénomène de l'emblavement. Et il y a aussi une annulation de la dette des producteurs, surtout dans le nord, dans votre zone, des producteurs rizicoles, et un accompagnement de nouvelles liquidités injectées pour la production suffisante de riz. C'est pourquoi d'ailleurs on est passé de 500 000 tonnes à 1 600 000 tonnes de riz paddy. Il y a des problèmes de commercialisation liés à la granulogie, c'est-à-dire que les Sénégalais ont l'habitude de consommer un certain type de riz, ce qui fait qu'il y a de la mévente. Mais les productions sont des productions records grâce à l'accompagnement de l'État à travers le plan Sénégal émergent. Et la grande difficulté, c'est
l'augmentation des revenus des paysans. Mais en attendant cette augmentation des revenus, qui est liée à une mécanisation de l'agriculture, à une modernisation de l'agriculture. Alpha, vous l'avez dit? Oui. Vous l'avez dit, oui, c'est ça, Modernisation. modernisation. Absolument, il faut modernisation intensive de l'agriculture, au-delà du fait que l'État du Sénégal préfère qu'il y ait 2 saisons, une saison fluviale, une saison pluviale, et l'irrigation, qu'il y ait suffisamment d'eau, qu'il y ait des semences certifiées, disponibles, des intrants dans leur majorité. Il y a du retard dans la prise, dans le déclenchement de cette modernisation et de cette mécanisation de l'agriculture. Mais le processus, il est enclenché depuis très longtemps. Alors, Alpha Dieng, Habib Ndao a parlé il y a un instant du développement d'une classe moyenne suite justement au succès du plan Sénégal émergent. Est-ce que le Sénégal a attendu 2022 pour avoir une classe moyenne? Mais pas du tout. Parce que vous savez, voilà le problème, comment il se situe. Nous avons un pays essentiellement rural qui produit des denrées qui ne rapportent pas de revenus. Avec une démographie galopante qui fait que le pays, l'intérieur du pays, se vide, n'est-ce pas, au profit de la région de Dakar. Et qu'est-ce qui se passe? Nous avons un pays coupé en deux. Le monde agricole, composé de 60% de la population, et le reste, là où vraiment l'économie est vivante, c'est-à-dire la région de Dakar. Et dans la région de Dakar, qu'est-ce qui fait marcher l'économie réellement? Mais c'est les services. C'est les services qui essentiellement participent pour plus de 60% au produit intérieur brut. Et cette classe moyenne, elle est parmi les fonctionnaires et ceux qui travaillent dans le secteur privé, mais qui ne représentent pas plus de 25% de la population. La classe moyenne. Ah oui, parce que vous savez pourquoi? Parce que nous avons un pays où on se situe, où 47% de la population se situe en dessous du seuil de pauvreté. Vous voyez, donc, nous avons d'une part un paysan qui n'a pas beaucoup de revenus, et d'autre part une classe qui se situe essentiellement à Dakar, qui est pauvre. Attendez, non, il y a des riches, mais aussi il y a toutes ces populations qui migrent vers Dakar, qui sont parmi les pays, les populations marginales, n'est-ce pas, qui ont un très très faible revenu. C'est ça le problème du Sénégal. Habib, vous aviez... qu'il faut rectifier. Oui, merci d'avoir indiqué que parmi les indicateurs de croissance économique, j'ai mentionné l'apparition d'une classe moyenne. Oui. Permettez-moi, vous êtes économiste, mais je vais vous ennuyer un peu, mais les indicateurs économiques non agrégatiques, les agrégats, c'est quand vous dites PIB, croissance, 7%. Je vais vous donner des indicateurs économiques que tout le monde vit, qui montrent que l'économie du pays marche. Je vais finir par la classe moyenne. Mais prenons le cas des véhicules immatriculés. En 2012, il y avait 26 600 véhicules qui étaient immatriculés. Actuellement, si je vous donne le chiffre, et je défie les gens d'aller chercher sur Internet, c'est 556 000 véhicules, dont 70% roulent dans l'agglomération de Dakar. Ça, c'est un premier indicateur. Le deuxième indicateur, c'est que les grands labels, comme, bon, je ne vais pas les citer pour ne pas faire de publicité, Auchan, Carrefour, etc., et d'autres qui vont venir, Aflatour, etc., Aflelou, qui vendent des lunettes, etc. Bien sûr. Oui, tous ces grands labels, ils ont fait des prospections et des études ici, au Sénégal, avant de s'installer. Et ils ont vu l'accroissement de la classe moyenne
qui est un indicateur. Les économistes acceptent que c'est un indicateur viable. En 2012, il y avait 19 banques. Maintenant, dans le secteur où je suis, à l'heure actuelle, il y a 30 banques et plus de 66 compagnies d'assurance. Les banques ne s'installent pas dans un pays avec une croissance, avec un pays en régression. Ce n'est pas possible. Maintenant, il y a des difficultés, je ne l'occulte pas, et particulièrement, il y a des couches vulnérables à protéger. C'est la raison pour laquelle l'État a mis en place les anesthésiants sociaux, les filets sociaux dont on parle, couverture maladie universelle, etc., tout cela. Mais un régime libéral qui fait autant d'investissements sociaux, d'ailleurs, 2023 sera un budget essentiellement social. C'est-à-dire que nous allons investir la plupart du budget dans le social, c'est-à-dire dans la subvention non seulement de l'énergie, mais en plus des denrées de première nécessité, pour permettre de passer la vague. Alpha, votre réaction par rapport à ça? Je viens de vous dire, il n'y a que le secteur tertiaire qui marche. Il parle des 500 000... Évidemment, c'est le transport. Le secteur tertiaire, c'est le transport, c'est la construction, et puis c'est les télécommunications. C'est ça qui marche, et ça ne marche qu'à Dakar. Ça marche qu'à Dakar. Alors, donc vous voyez, il faudrait peut-être renverser la tendance, rebooster l'industrie qui est en crise manifestement à cause des prix de l'énergie. Vous savez, c'est les prix de l'énergie qui plombent le développement industriel et puis à défaut aussi de protection des industries. Ça c'est clair, l'industrialisation a reculé par rapport aux années 70. Mais nous avons signé l'OMC. Oui, vous avez signé. Nous, on veut la réalité des choses. Depuis 40 ans, les choses devraient progresser. On ne peut pas protéger notre... Excusez-moi, s'il vous plaît. Je vous ai parlé du potentiel irrigable. Depuis 40 ans, on a un potentiel irrigable de 250 hectares à peu près. Et puis il n'y a pas que l'arachide. Il n'y a pas que l'arachide. Non, il n'y a pas que l'arachide. Mais ce potentiel irrigué n'est utilisé à 3%. Et malgré les booms qui ont été sur la production horticole, l'oignon, le melon, les pommes de terre, les fruits et légumes. Je vais vous répondre dessus. Oui. Alors, il y a un début de diversification de l'agriculture. Effectivement, les cultures horticoles se développent. Mais aujourd'hui, la production n'est que de 600 000 tonnes. C'est des produits qui vont alimenter juste Dakar et sa périphérie. Mais ce qui est souhaitable, moi je dis que le programme Sénégal émergent qui s'étale sur 30 ans, c'est une bonne chose, mais je pense qu'il y a un problème d'agencement. Il y a un problème d'agencement. À quel niveau? Excusez-moi simplement. Il y a un problème d'agencement, il y a un problème de réorientation. Il est vrai que l'État a fait beaucoup d'investissements. Effectivement, il y avait par exemple sur la consommation d'électricité, la production de mégawatts supplémentaires allant de 500 mégawatts à 1000 mégawatts, 1200, bon, 1200. Bon, pour le moment, c'est bien, je reconnais qu'il y a eu cet investissement. Mais cet investissement, malgré tout, n'arrange pas l'industrie. L'industrie a besoin d'une électricité qui baisse. Si en 2023, ceci baisse, ce serait tant mieux. Alors, excusez-moi, je vais vous dire les perspectives de baisse pour en faveur de... Non, je n'ai pas encore... Laisse-moi terminer. Alors, donc, ce que je disais, c'est que vous m'avez même posé la question. Oui. Agencement. Je pense que le plan Sénégal émergent, le programme Sénégal émergent, aurait dû avoir comme priorité, au lieu d'investir massivement dans Dakar, qu'on doit au contraire décongestionner, aurait dû davantage mettre la priorité sur le monde rural. Essayer de dégager tout ce mouvement migratoire qui arrive, qui étouffe Dakar, tout en rendant le reste du Sénégal pauvre. Et comment c'est possible? Mais comment c'est possible? C'est d'abord, on a parlé de code agricole. Ce code agricole devrait permettre aux paysans d'accéder au crédit pour développer son agriculture. Et le retour
Le retour de tous les migrants à Dakar. Et le retour des migrants, même de l'étranger, et même des migrants qui sont là. Qui sont à Dakar, ouais. Pour retourner, ils ont commencé le programme des Terres Neuves. Ce n'est pas suffisant. Il faut ça. Il faut aussi, vous savez, au lieu de construire le terre, on aurait pu prioritairement mettre le chemin de fer. Dakar-Bamako. Niamey. Niamey, Dakar, Saint-Louis, vraiment qui aurait un peu désenclavé l'intérieur du pays, même en mettant un hub sur Tambacounda. Oui. Oui. Quand il a parlé de la déconcentration de Dakar, je suis tout à fait d'accord, mais il a oublié qu'en 2012, quand le président venait, il parlait pour une première fois d'exode urbain. On parle d'exode rural, mais exode urbain, que les gens quittent les centres urbains pour aller dans le sens contraire. Au lieu que ça soit un slogan, il a mis des hôpitaux de niveau 3 vers ces zones pour mieux les sédentariser, augmenter ce qu'on appelle l'équipement rural, alléger les femmes, le travail des femmes dans ces zones, construit 6623 km de pistes. Les kilomètres de route, c'est 2500. Autoroute, c'est 300 et quelques. Mais tout cela, c'était pour créer justement cette déconcentration de Dakar, la grande métropole, qui finalement avait des problèmes de circulation et de mobilité. Parce que la mobilité crée la croissance. Et quand il y a l'immobilisme, ça impacte sur la croissance. C'est la raison pour laquelle M. le Président de la République a demandé à ce qu'on construise des transports de masse, tels que le TER et le BRT. Les gens qui utilisent le TER n'ont pas la même perception que Alpha. Parce que tout simplement, c'est des transports de masse qui viennent régler plusieurs problèmes. D'abord, la pollution de l'air, parce que le BRT est électrique. Le TER est bimodal, électrique et gasoil en même temps. Mais ça va non seulement réduire toutes les maladies chroniques, les maladies pulmonaires, mais en plus faciliter le déplacement, parce que ça va être des transports multimodaux et vous allez quitter le TER pour prendre un véhicule et aller prendre le BRT. Cela va décongestionner considérablement la capitale. Maintenant, il avait parlé de l'adaptation du plan Sénégal émergent, de la possibilité pour le plan Sénégal émergent de s'adapter, réagencer. C'est ça. Alors là, ma réponse, elle est très simple. Le plan Sénégal a eu ce qu'on appelle le PAP 1. Avant d'avancer, définissez un peu PAP. Oui, pour ceux qui nous regardent. Voilà. D'abord, le plan Sénégal émergent est divisé en plusieurs programmes d'action prioritaires. C'est ça qu'on appelle PAP. Il y a le PAP 1, avec tous les grands projets que vous avez vus, 27 projets, 27 programmes, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et le PAP 2, il n'y a pas de PSC 2. Il y a PAP 1 et PAP 2 toujours dans le cadre du PSC 2. Et il y a eu le PSC2A accéléré. Pourquoi accéléré et ajusté? Parce que tout simplement, c'est venu après la crise de la maladie à coronavirus. L'État a pris conscience de l'importance d'assurer notre souveraineté médicale, notre souveraineté alimentaire, parce qu'on a vu que les frontières étaient fermées, notre souveraineté énergétique. Et c'est là où l'État du Sénégal a voulu mettre comme on appelle le secteur privé pour porter ce développement endogène à partir de PAP 2A, c'est-à-dire on va accélérer la mise en œuvre des projets liés au PSE et on va les ajuster comme il a demandé, agencer en fonction des priorités. Les priorités, c'était quoi? La construction d'unités de fabrication de vaccins, de produits pharmaceutiques, l'ouverture des hôpitaux, etc. Améliorer le plateau médical. Tout cela fait partie
Le PAP 2A, il est accéléré, il est ajusté, surtout en fonction des crises que nous avons subies après 2019. Donc, mais c'est un programme qui a une capacité d'adaptation extraordinaire et qui est prévu pour ça. Donc, je peux conclure cette partie en disant que 2023 sera vraiment l'année des récoltes. L'année sociale. Et précision, vous me posez une question importante, mais précision. Le PSE a été bâti sans les ressources sans les hydrocarbures, sans les recettes attendues sur les hydrocarbures, qui sont de 51 milliards pour la première année. Donc, il sera plus renforcé avec les recettes maintenant. D'accord. Si tu permets. Oui, absolument. Alpha, vas-y. Bon, mais M. Ndao, on va. Qu'est-ce qui se passe depuis que Macky Sall est là, depuis 2012? Bon, il a fait des efforts. Il y a eu l'AIBD qui fait partie du plan Sénégal émergent, Dakar. Il y a le pôle urbain, Dakar. Le TER, Dakar. Le BRT, Dakar. Mais le reste, vous me parlez, excusez-moi, moi je ne vous coupe jamais, donc ne me coupez pas. Je ne vous coupe pas. Je ne vous coupe pas. Alors, il me parle d'hôpitaux. Ne me parlons surtout pas des hôpitaux. Ils ne marchent pas. Alors, moi honnêtement, j'agis en tant que non-parti politique. Je me dis que... Vous voulez qu'on parte à l'intérieur. On est à l'intérieur. Vous n'êtes pas... Vous êtes timidement à l'intérieur. Vous êtes où à l'intérieur? On est sur les hôpitaux. Oui. Les hôpitaux de... Comment ils s'appellent encore? Ahmad Dansokho, etc. Au-delà de cela, l'aménagement, par exemple, le dragage du port de Ziguinchor. La Casamance était isolée. Donc, toutes les routes qui contournent la Casamance ont été réhabilitées, naturellement, avec Air Sénégal qui permet des vols fréquents sur Ziguinchor, avec les 2 bateaux. Tout cela, c'est dans le cadre du PSE, les 2 bateaux, Agen et Jambo. Ça, c'est du côté du sud, avec la construction d'Agropole Sud, qui est déjà opérationnel. Maintenant, au nord, vers chez vous, nous avons le nouvel aéroport de Saint-Louis pour mieux permettre au tourisme saint-louisien de se développer davantage, naturellement, plus l'agropole qui est en train d'être construit. L'agropole sud est terminé déjà. Je vous avais parlé des surfaces emblabées vers le nord. Donc, si on vient au centre, idem, il y a donc l'autoroute qui va jusqu'à Kaolack et qui déconcentre les parties du Sénégal, sans compter l'Ila Touba qui permet de rejoindre le nord plus facilement, au-delà de l'aspect, comme les gens pensaient, que c'était juste pour l'électorat de Touba. Non, ça rentre dans un cadre global de décentralisation, de politique de déconcentration de la capitale. D'accord. Alpha, je crois que je peux terminer cette partie-là, ou bien vous avez un dernier mot? J'ai un petit dernier mot pour qu'on passe à la politique. Oui. Vous voyez, on parle de route. Bon, il est vrai que vous avez, enfin, pas vous avez, nous avons, parce que moi je m'approprie ce que Macky Sall fait, je suis en tant que Sénégalais. On a réaménagé le port de Saint-Louis, on a réaménagé le port de Ziguinchor. Mais tout ça, c'était fait pourquoi? Pour le transport des marchandises, etc. Mais ça ne se fait pas. Pourquoi ça ne se fait pas? Parce que les surfaces irriguées ne sont pas utilisées. Ne donnent rien. Bon, ne donnent rien. Alors, mais 3%. Alors là, on arrive carrément à un point important. Oui. Et c'est justement ce qu'on appellerait peut-être la revalorisation du capital humain. Tout à fait. Est-ce qu'au niveau des zones où justement les surfaces irriguées ont été préparées dans l'espoir d'en exporter les produits, est-ce qu'on ne peut pas... Est-ce que, Habib, vous avez pensé à développer là-bas une jeunesse, une main-d'œuvre spécialisée pour travailler justement, pour que justement ces ports-là puissent jouer leur rôle? Voilà, dans l'étude de faisabilité du plan Sénégal émergent, on avait découvert qu'il y avait beaucoup de productions qui n'arrivaient pas à circuler. C'est pourquoi on a fait 6625
km de pistes rurales permettant, et les 2500 km de route ont été pensés en fonction de la production agricole. Donc, comme il disait que on est qu'à Dakar et dans l'agglomération dakaroise, on a voulu développer ces zones rurales sur plusieurs aspects. L'accès à l'électricité, l'accès à l'eau, allègement des travaux des femmes, au lieu d'utiliser les pylônes, utiliser les moulins à mille, etc. Les tomates pourrissées aussi. Voilà. Alors jusqu'à présent, parce que nous avons été, je ne dis pas surpris, mais surpris dans le bon sens, de la production agricole dans son ensemble, horticulture, céréales, à des niveaux records. Mais ce n'est pas venu, ce n'est pas tombé du ciel. Évidemment, il y a le ciel aussi qui a laissé passer la pluie, mais c'est une politique agricole qui a été très cohérente et un investissement massif de l'État dans l'agriculture qui nous a amené justement des productions records. Maintenant, qui pourrissent parce que il n'y avait pas une préparation en amont de la circulation de ces produits vers l'extérieur ou vers les autres villes, quoi. Est-ce qu'il y a eu des solutions? Oui, c'est pourquoi justement on a activé, justement dans le cadre du plan du PAP 2 ans, on a activé la construction des pistes rurales. Au lieu de s'arrêter uniquement sur les routes et les autoroutes, les pistes rurales, et pour décongestionner un peu, pour permettre à toute la production de remonter vers les centres urbains et d'être commercialisée au lieu de pourrir dans les bords champs. Ok, d'accord. Alors, nous allons passer à un autre sujet, c'est-à-dire la situation sociale du Sénégal. Politico-sociale. On parle beaucoup de troisième mandat, on parle de la crise à l'Assemblée nationale. Nous avons vu ce qui s'est passé ces jours-ci avec les députés, etc. Qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Habib, d'abord, la question vous est posée. Vous qui êtes du bord, du côté du camp présidentiel, voilà, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que le président de la République et vous-même du pouvoir, comment voyez-vous la solution pour qu'on ait un Sénégal où on peut travailler tranquillement et réussir à avancer? Oui, pour le moment, la stabilité du pays n'est pas compromise, parce que nous avons des FDS, des forces de défense, extrêmement bien outillés pour les frontières, qui contrôlent les frontières. Le débat politique, il est animé par différents événements, aussi bien à l'Assemblée de cette législature qu'à l'ancienne législature, où on trouvait des faux passeports, où on trouvait un leader politique qui a été accusé de viol. Cette fois-ci aussi, on a vu ce pugilat, ces histoires qui se sont passées, cette bagarre regrettable qui s'est passée à l'Assemblée nationale. Bon, ensuite, il y a le débat sur le troisième mandat. Sur le troisième mandat, moi j'ai un point de vue là-dessus. Bon, je ne suis pas candidat, je n'ai pas de candidat. Et si le président Macky Sall est candidat, nous, au niveau de la coalition Domi Réumi, nous allons soutenir sa candidature. Et pour cause. Je vais vous donner des raisons scientifiquement valables, nous pensons scientifiquement valables, pour qu'il se présente. Vu la situation de la sous-région, des prises de pouvoir par la force, bruit de bottes, invasion des intégristes, crise ukrainienne qui fait une inflation où le populisme gagne du terrain, compte tenu de tout cela, nous pensons que celui qui va être président en 2024, s'il n'est pas Macky Sall, le président n'est pas indispensable, attention. Mais si cette personne n'est pas président Macky Sall, s'il n'est pas le président Senghor, ou le président Abdoulaye Wade, ou le président Abdou Diouf, il aura besoin de 2 ans pour asseoir son pouvoir, asseoir ses relais, asseoir son parti, avant de pouvoir s'occuper des Sénégalais. Pourquoi? Parce que tout simplement, la logique, l'histoire politique du Sénégal montre que tous les présidents qui viennent, même s'ils étaient premiers ministres, il leur faut 2 ans avant de commencer à sortir de terre les chantiers. Tout le monde a vu
ce qui s'est passé avec Abdoulaye Wade quand il est venu, il lui a fallu 2 ans. Président Macky Sall, 2012 jusqu'en 2014, quand il a lancé le plan Sénégal émergent en mai 2014, qu'il a commencé à travailler. Abdou Diouf, c'était pareil, avec la période de désagorisation, il y avait une lutte farouche. Ça, c'est l'essence même de la politique. Maintenant, rien que pour ça, quel que soit le meilleur président au monde qu'on aurait mis en 2024, il aura besoin de 2 ans pour son pouvoir à lui, avant de pouvoir s'occuper des problèmes des Sénégalais et des Sénégalaises. Et pendant ce temps, nous avons ce risque des djihadistes dans la sous-région. Nous avons l'autre risque, la prise de pouvoir par la force. Nous avons un autre risque, l'inflation galopante. Maintenant, en 2022, il avait déjà, lui, tout ça. Il peut continuer. En 2024. Alpha Dieng, merci Habib. C'est votre point de vue. C'est le point de vue de citoyens de la coalition Doomi Réwmi. Alors, le président Macky Sall est le candidat idéal pour sa coalition. Et vous, qu'est-ce que vous dites justement de ce qu'il a dit? Bon, d'abord, je dois saluer sa loyauté envers le président. C'est quelqu'un d'honnête, M. Ndao. Je viens de le connaître. Oui. C'est un bon homme politique, quoi. Et je salue ça. Mais évidemment, je ne suis pas d'accord. Moi, je serais un président opposant qui vient de prendre le pouvoir. Je me serais attaché les services d'un fonctionnaire comme Ndao parce que je saurais qu'il sera loyal. Bon, mais ceci dit, même Macky Sall, en venant au pouvoir, il a dû s'adapter. Tout président qui arrive, il s'adapte. Le problème n'est pas là. Le problème, moi, il faut partir d'un cadre, d'abord. Un cadre social apaisé. Le Sénégal, on ne l'a jamais connu aussi énervé, aussi violent, aussi anarchique et aussi indiscipliné. Il faudrait qu'on décrispe la situation d'abord. Il faudrait vraiment qu'on en arrive aux périodes anciennes où les Sénégalais n'étaient pas aussi aigris, ne se bagarraient pas dans les assemblées, etc., où tout le monde avait une certaine sérénité, les gens se fréquentaient dans les familles. Civilité. Ces civilités, il n'y en a plus. Les gens sont devenus très indisciplinés. L'esprit d'Andar. Oui. Alors, l'Africain, même s'il travaille, même s'il se sacrifie, il a un peu l'esprit festif. Qu'est-ce qui distingue le Sénégalais des autres? C'est l'art. C'est l'art qui fait de nous notre spécificité de nègre. Ce n'est pas la bagarre, ce n'est pas le carnage. Tout à fait. Il nous faut arriver à cette situation, malheureusement. Retourner à cette situation. Retourner. Alors, pour ça, il nous faut nécessairement asseoir un régime qui soit stable. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade, malheureusement, malgré les efforts de Macky. Moi, je pense que vraiment, Macky, c'est un travailleur. Macky, il est sérieux. Macky a fait beaucoup de choses. Ça, je le reconnais. Tout le monde doit le reconnaître. Bien que je pense que les choses auraient dû être affinées, auraient dû être réorientées, auraient dû être améliorées. Mais il est arrivé, comme la Constitution le dit, au terme de son dernier mandat, il faut qu'il respecte la Constitution. Évidemment, M. Ndao est un homme très prudent. Il n'a pas dit non, il faut qu'il a dit s'il se présente. C'est très bien ça. Oui, parce qu'il n'a pas encore dit. Bien sûr. Mais moi, honnêtement, je pense qu'il devrait peut-être, s'il veut que son action soit continuée, il faudrait peut-être qu'il prépare un autre qui se présente aux élections. Et qu'est-ce qui nous dit que quelqu'un n'est pas en train d'être préparé? Alors c'est ça. Parce que le président ne parle pas. Il ne parle pas, mais
l'opinion a l'impression qu'il a un peu reculé par rapport à ces déclarations de 2011-2012. Là, il était catégorique. Il disait carrément, bon, j'entends mon deuxième et dernier mandat. Oui, mais ça, il a dit. Oui. Mais il ne dit pas, je vais faire un troisième mandat. Il ne dit pas qu'il va faire le troisième mandat. Donc, si on compare vraiment les déclarations... Ce doute dans lequel les gens sont ne joue pas pour lui. Est-ce que justement ce doute joue pour lui? Pour les gens qui veulent qu'il reste, en plus de leurs privilèges, c'est le Sénégal qu'ils ont au cœur. Pour les gens qui veulent qu'ils partent, pour qu'ils partent, c'est le Sénégal qu'ils ont au cœur. Mais encore une fois, personne ne m'a répondu sur ce qui est bon pour le Sénégal. Ce qui est bon pour le Sénégal... Dans la situation actuelle. Il a bien dit, Alpha a bien dit que chaque président va s'adapter. Je le lui concède et il a raison. Mais les circonstances... Non, chaque président s'adapte. Mais sa fonction. Mais 2 ans. Mais là, on a vu que chaque président s'est adapté, mais il a mis 2 ans. Pendant ces 2 ans, qui va s'occuper de l'inflation? Qui va s'occuper de la menace djihadiste? Qui va s'occuper des prises de pouvoir dans la sous-région par la force? Qui va s'occuper de l'inflation? Qui? Le nouveau président? Non, le nouveau président n'aura pas le temps. Vous savez, en Afrique, les trains n'arrivent pas à l'heure. Si vous prenez un pays déjà huilé, comme les États-Unis, comme l'Occident en général, tout est calibré. Vous venez et vous êtes opérationnel. Chez nous, on a des pesanteurs sociologiques. On a des pesanteurs sociales. Quand vous avez la baguette à la main, ce n'est pas évident que vous puissiez donner une symphonie digeste. Pendant ces 2 ans, d'abord, le parti qui vous a aidé pour venir au pouvoir, il va y avoir des guerres atroces. On a connu ça. Tous les régimes africains ont connu ça. Guerre de personnes, même au niveau de l'entourage du prophète, même du prophète, il y a eu une... Ça, c'est d'influence. Voilà, ça c'est un. De 2, encore une fois, comme je vous ai dit, le président doit être félicité, ou l'État du Sénégal, et le président et ses démembrements, les services de sécurité, parce que les djihadistes sont juste à côté, ils sont rentrés plusieurs fois, ils ont rebroussé chemin, parce qu'ils savent que l'État du Sénégal est bien préparé pour les mettre dans des situations difficiles. Maintenant, l'inflation. Il est en train de trouver des espaces budgétaires pour subventionner, etc. Facteur aggravant, on va bientôt recevoir les recettes des hydrocarbures. Si vous voyez tout le processus derrière la mise en place de notre politique pétrolière, vous allez voir qu'il y a un orfèvre derrière, qui est Macky Sall. Je ne fais pas de la politique, je ne suis pas en train de parler de la politique, je suis en train de parler de l'homme. Il connaît ce qui peut nous éviter de la malédiction du pétrole. C'est pourquoi tous les codes, le code pétrolier, les lois sur le contenu local, la loi sur la répartition des recettes, ils ont été tellement bien élaborés, verrouillés, que personne, aucun État, aucun chef d'État ne peut l'utiliser à sa guise. Tout le processus là. Donc, maintenant, on va vers une économie de pétrole en 2023, amener en 2024 un nouveau. Bon, c'est vrai que sur le plan juridique, ça a été verrouillé, mais encore une fois, il n'aura pas le temps de s'occuper de nous. Je ne reproche pas à un nouveau président d'asseoir son autorité, son pouvoir vis-à-vis de l'armée. Vous êtes chef suprême des armées, vous devez asseoir votre crédibilité auprès des chefs religieux, auprès des groupes de presse, des groupes de toutes sortes de lobbies. Ça, c'est un. Mais en plus, bon, sur l'international aussi. Et puis, pendant ce temps, s'occuper des Sénégalais, non, je ne pense pas que... Si, les Sénégalais peuvent ne pas vous donner une période de grâce. Alpha Monsieur Ndao, ce n'est pas la personne d'un président qui règle tous les problèmes d'un pays. C'est ça. Mais c'est son système.
Et ce système, il est déjà établi. Le nouveau venu, il va faire un nouveau système. Chacun vient avec sa perception des choses et chacun vient asseoir son autorité. Mais tous ces chacun qui passent, ils trouvent des institutions. Vous parlez de Diaz, mais nous avons une armée qui n'a pas attendu que Macky soit là pour être une grande armée. Nous avons une gendarmerie qui est une très bonne gendarmerie, l'une des meilleures d'Afrique. Et la police aussi. Nous avons une police qui est là. Nous avons une administration qui malheureusement c'est un peu délitée, comme j'avais eu à vous le dire, mais qui est encore une administration. Et c'est sur ça que nous avons un système judiciaire qui est là. Quel que soit le président qui viendra, il trouvera ce système ici en place. Et vous ne vous êtes pas posé la question de savoir pourquoi Wade a mis 2 ans, pourquoi le président Macky Sall a mis 2 ans avant de s'occuper du Sénégal? Attends, des Sénégalais. Mais vous ne vous êtes pas posé la question. Monsieur Ndao, le Sénégal n'est pas le seul pays où les présidents alternent. Tous les pays, que ce soit la France, les États-Unis, etc., au bout de quelques temps, un président est parti, un autre est arrivé. Et pourquoi vous voulez que le Sénégal soit l'exception? Parce que le contexte. Est-ce que vous pouvez me laisser parler? Le contexte. Vous savez, moi, je vous écoute, je ne vous coupe jamais. Mais vous Est-ce que vous pouvez me laisser parler? Je vais vous laisser parler, mais le contexte n'est pas le même. Ok, allez-y, Alpha. Est-ce que je peux parler? Allez-y. Quel contexte? Un contexte de crise. Un contexte où on se bat à l'Assemblée. Un contexte où il y a la corruption un peu partout. Un contexte où il y a tout le temps des remous. Mais ce contexte-là, il faut qu'il parte. Et il faut qu'un nouveau vienne mettre de l'ordre dans ça. Est-ce que le président Macky Sall peut changer le contexte? Pardon? Est-ce que le président du Sénégal peut changer le contexte? Le nouveau président pourra changer le contexte après avoir remodelé son système, après avoir installé son système. Mais le système était bon, comme il a dit avant. Non, ce système appartient à une majorité politique. Non, le système est national. Non, l'armée quand même. Attendez, c'est un système, oui, républicain, nation. C'est un système bâti sur des considérations de Montesquieu et plus nos chefs religieux, nos communicateurs traditionnels, etc. Non, mais en plus de cela, la majorité politique qui est une sorte d'huile du système, et cette majorité politique qui vous amène au pouvoir, il va y avoir inévitablement une guerre de positionnement dans les premiers mois de la prise de fonction. Ça, c'est un. De deux, l'administration que Alpha pense être acquise au nouveau président, non. L'expérience de Abdou Diouf nous a édifié, même l'expérience de Wade. C'est pourquoi Wade avait créé des agences, parce que l'administration était plus ou moins réfractaire à sa façon de faire, à sa façon de conduire la politique économique du pays. Est-ce que ce n'est pas dû au fait que le nouveau président Wade était plus politique? Non. Il trouvait que l'administration était lente, ce qui est vrai, c'est une bureaucratie. Et lui, il avait un dilemme, c'était son âge. Kissinger a dit que les hommes politiques, ils ont la même espérance de vie qu'un chien. Donc c'est un véritable dilemme pour un homme politique de prendre des décisions en fonction de, si vous pensez aux prochaines élections. Maintenant, Abdoulaye Wade n'a pas eu la maîtrise de l'administration. Il a créé l'agenciation, donc 38. Est-ce que c'est une bonne chose? Monsieur Alpha, non, vous êtes administrateur civil. Exceptionnel. Oui, un administrateur qui a travaillé dans l'administration. C'est ce que c'est l'administration. Vous avez changé les choses au Sénégal. On a changé, mais on était les meilleurs fonctionnaires, n'est-ce pas, d'Afrique. Est-ce que c'est une erreur donc de créer des agences ou bien? Non, avant d'en venir aux agences, Abdoulaye Wade a d'abord dévoyé la fonction publique. Vous voyez qu'il n'avait pas acquis l'administration. Il l'a dévoyé. Excusez-moi s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Allez-y, Alpha. Alors, Abdoulaye Wade n'a pas eu de respect
pour l'administration. Les responsables de l'administration, ils n'avaient pas de respect. Pour lui, un ministre, ce n'était rien. Il me l'a dit. Abdoulaye Wade est allé jusqu'à nommer un chauffeur ambassadeur. Et si entre-temps l'administration ne marche plus et qu'on met des agences, c'est pour gâter davantage l'administration plutôt que de l'améliorer, parce que vous mettez une administration à côté d'une autre. Ça a continué avec Macky Sall. Excusez-moi. Le président Macky Sall n'a pas dissous les agences. Il a dissous. Ça a continué. Donc ça a continué. Ça a continué. Donc il en a dissous celles qui n'étaient plus inopérantes. Telles que. Et pourquoi elle n'était pas revenue à l'administration classique? Mieux. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que les chefs d'État qui sont venus après Abdou Diouf, ils ont eu des problèmes de maîtrise de l'administration. Cependant, ce que le président Macky Sall a fait pour l'administration, aucun président, y compris Senghor, ne l'a fait pour l'administration. Très bien. Maintenant, Alpha, je ne suis pas du tout d'accord. Terminez, Alpha. Je vous donnerai les détails. Je suis d'accord parce que, vous savez, l'administration, ce qui la plombe aujourd'hui, c'est le surplus d'agents qui n'ont pas de compétences. Les effectifs de l'administration sont passés tout d'un coup de 50 à plus de 100 000 agents. 163 000. Voilà. Ça, alors, mais même Macky Sall s'en est plein. Il a été même surpris, il y a 1 an, de voir comment l'administration était devenue une sorte de monstre et qu'il fallait absolument la dégraisser. Et ce qu'il y a ce qu'il y a à regretter, parce que je ne veux pas employer de mots, ce qu'il y a à regretter, nous sommes dans la période du digital. Le digital devrait permettre à notre administration d'être extrêmement efficace, extrêmement souple, beaucoup moins pléthorique. Il l'a dit d'ailleurs à sa prestation. Quand il a à sa prestation de service, il a reconnu que l'administration n'était pas bonne et qu'il fallait l'améliorer. Alors, l'évolution de l'administration... Nous allons terminer à ce niveau-là. Voilà. En 2012, il y avait 90 000 fonctionnaires. Actuellement, en 2022, on est à 163 000 fonctionnaires. C'est les fruits de la croissance qui nous ont permis de recruter. C'est une option politique. Il a dit tout à l'heure que le président était surpris, loin s'en faut. Quand il y a eu les plans d'ajustement structurel, on a demandé à dégraisser l'administration. Mais on était à l'époque 9 millions, moins de 9 millions. Actuellement, on est 17 millions. Donc 17, s'il y a beaucoup de malades, il faut beaucoup de médecins. Nous avons recruté... De bons médecins. Il faut beaucoup de bons médecins. De bons médecins, voilà. Mais déjà, il faut beaucoup de médecins. Maintenant, les bons médecins, c'est quand les maladies sont très sérieuses. Alors, l'administration, le président Macky Sall a beaucoup fait, a fait plus que ses prédécesseurs pour l'administration. D'abord, il a eu un programme, le PAMA, programme d'amélioration et de modernisation de l'administration, en révisant les grilles salariales, etc. Ça, c'est un. L'autre aspect, de les mettre dans des endroits fonctionnels, dans d'excellentes conditions. À l'époque, quand il était fonctionnaire, c'était un téléphone pour 2. Pas du tout. Moi, j'avais toujours eu mon propre téléphone. Oui, mais alors, donc, l'administration, les efforts de l'État, sous Macky Sall, vis-à-vis de l'administration, je suis en train de les citer. Il les met dans d'excellentes conditions, ça c'est au niveau je ne parlerai même pas de la revalorisation salariale, mais de l'augmentation du nombre. Et maintenant, prenez les 3 mamelles de l'administration. Quand on dit l'administration, si on met de côté les FDS et la justice, c'est le numéro 1, l'icône la plus importante de l'administration, ce sont les régies financières. Douane, impôts, domaine. Toutes ces régies financières sont dans d'excellentes conditions. Il y a un processus de digitalisation déjà terminé. Vous pouvez payer votre impôt à partir de votre téléphone, le e-tax. Donc, il y a une digitalisation des régies financières. Il y a un croisement des données entre les différentes régies financières. Cela fait partie de l'amélioration de la qualité de service au sein de l'administration.
Donc, Abdou Diouf n'en a pas fait autant. Pourtant, c'est un monsieur qui croit à l'administration. Oui, mais quand même, Voilà. Macky Sall est arrivé en pleine année 2000 avec le développement de technologie, etc. C'était pas le cas de Diouf. C'est pourquoi il a dit que le bracelet électronique, avant cela, il y a un programme de modernisation du fonctionnement de la justice, et qui était présidé d'ailleurs par l'actuel ministre de la commission de réforme de la justice. Et ça, c'est dans tous les domaines, il a essayé, de l'administration, je parle de l'administration, il a commencé par les mamelles, que sont les impôts, les domaines, etc. Et cela a impacté. Figurez-vous, en 2023, on attend 3623 milliards de recettes fiscales. Ah, attendons 2023. Alors, et en 2000, là, à septembre 2022, on est déjà à 3000 et quelques. Alors, pour ceux qui nous suivent, nous sommes sur un débat intéressant entre deux spécialistes des questions économiques et des questions des finances. Alpha Dieng, votre dernier mot. Qu'est-ce que vous retenez de votre rencontre avec Habib et quelles conclusions tirez-vous de ce débat? Bien. Dernier mot. Alors, d'abord, je voudrais vous souligner que l'administration, ce n'est pas édifier de beaux bâtiments. Parce que les stèles ministérielles, vous les mettez dans un endroit où il n'y a pas les populations, qui est mal desservi, où les gens accèdent de façon extrêmement difficile. Ensuite, vous parlez des recettes fiscales. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de pertes de recettes fiscales dues à la façon de recouvrer la TVA en ce moment? Et l'administration fiscale s'en plaint. Les gens même s'en plaignent. Il y a beaucoup trop de moins-value de rentrée fiscale à ce niveau-là. C'est pourquoi le plan Yata. S'il vous plaît. Alors, mais c'est pourquoi les gens, beaucoup de gens, beaucoup de commerçants d'ailleurs, déplorent ça en ce moment-là. Et ils parlent de digital, mais la digitalisation n'a pas atteint ce cœur de l'administration fiscale et douanière. Ensuite, du point de vue de la qualité des ressources humaines, mais il y a une pléthore d'agents de l'administration qui n'ont aucune spécialité, aucune qualité professionnelle. Il y a beaucoup de recrutements purement politiques à tous les niveaux de l'administration, que ce soit l'administration publique, les hôpitaux, etc., etc. Ça, tout le monde le sait. Maintenant, vous dites quelle est ma conclusion. Oui. C'est un débat riche. Je suis vraiment très content de rencontrer M. Ndao, qui connaît son métier, qui est très fidèle au président Macky Sall, qui est très loyal. Je salue son engagement politique. Malheureusement, moi je voudrais... le débat a été d'autant plus riche qu'il n'y a pas eu une opposition stérile. Nous nous sommes complétés. Un débat intelligent. C'est entre gentlemen. C'est à l'américaine, quoi. Comme on et ainsi, les populations pourront tirer de chacun de vous quelque chose qui va les édifier mieux sur les Absolument. questions de la cité et du pays. Merci Alpha Dieng, merci beaucoup. Habib, votre dernier mot. Je vous félicite pour le choix porté sur un administrateur civil de sa trempe. J'ai bien écouté. Il connaît les problèmes, la politique économique du Sénégal et l'économie politique et les problèmes sociaux. Il a son point de vue. Il m'a complété dans beaucoup de domaines. Quand je faisais des arguments. Et il m'a permis aussi, de par ses interrogations, d'expliquer quelle est la politique gouvernementale dans des domaines bien précis, en allant de l'agriculture jusqu'à la politique vis-à-vis de l'administration. Merci beaucoup Habib Ndao. Vous êtes le secrétaire exécutif de l'Observatoire de la qualité des services financiers, n'est-ce pas? Au ministère de l'économie et des finances. Merci d'avoir accepté de partager vos compétences qui sont reconnues aujourd'hui au niveau national. Et vous êtes quelqu'un qui compte pour nous, quelqu'un qui compte pour la marche de notre pays. Alpha Dieng, merci aussi à vous. Vous
vous êtes non seulement un monument de l'administration, mais encore un spécialiste des questions de santé. On n'en a pas parlé ici. Vous avez été très jeune, je l'ai dit au début, coopté par Senghor comme conseiller, administrateur civil de classe exceptionnelle, qui a fait beaucoup de choses. Je crois qu'Alpha Dieng reviendra souvent sur ce plateau pour pouvoir croiser les échanges avec des personnes qui auraient touché des aspects de sa vie professionnelle. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci. Chers amis, c'était donc Face à la Nation, le débat. J'espère que vous en tirerez quelque chose et que chacun de nos deux invités vous aura apporté une certitude ou une conviction qui vous permettra de vous faire une idée plus claire sur les questions de l'heure au Sénégal. Sur ce, bonsoir et à très bientôt sur Face à la Nation.